D'accord. Hey, hey, on est en direct. Apparemment, on est en direct. Moi, ça marche. Bon, c'est jeudi, c'est bientôt les vacances pour nous à Paris. On pense à tous les autres qui ont encore une semaine à tirer. On est fatigués, mais on garde le smile. Aujourd'hui, c'est la journée des amis en plus. Oh, moi, c'est trop mignon. Justement, on va parler des amis de nos enfants. Donc, on est super heureux de vous retrouver sur la page 0 plus 0. Tu sais qu'on arrive bientôt à 43 000 followers. Si, 43 000 amis. 43 000 amis, exactement, trop bien. Et aujourd'hui, on a une thématique qu'on va aborder, qui nous a été soumise un peu par nos utilisateurs de 0 plus 0. C'est mon enfant qui a des soucis d'angoisse, de timidité, de lenteur, d'agressivité, d'hypersensibilité, qui raconte des histoires hallucinantes, ça aussi ça arrive, ou qui ne parle pas. C'est sûr. Et pas de panique parce que Paola est là. Pour faire des rimes aujourd'hui pour parler. Et nous donner plein d'astuces. Bon, on va tout de suite rassurer les parents, d'abord. Tous les enfants de la Terre peuvent avoir des épisodes d'angoisse, de timidité, etc. C'est normal. Oui, heureusement. En fait, t'en as toi aussi de temps en temps des angoisses. Non, jamais. Un peu de moments de timidité. Non, jamais. Tellement zen. Et voilà, on a les mêmes qu'eux. Et en fait, avant d'être adulte, on était enfant. Et donc, nos angoisses nous suivent avec l'âge aussi. Eh oui, malheureusement. Bon, et effectivement, ça peut nous pourrir la vie, ça peut leur pourrir la vie aux enfants, évidemment. Si on prend l'angoisse, par exemple, est-ce que déjà il y a une différence entre l'angoisse et le stress, le fameux stress? Oui. Okay. Alors, de manière un peu dans la vie de tous les jours, on ne va pas faire de distinction, mais chez les petits, on fait plein de distinctions chiantes. Ouais, on est un peu chiant. Et donc, en fait, on va dire que le stress est un peu la réaction à l'angoisse. En gros, au départ, l'angoisse, c'est quelque chose de complètement normal. Donc, toujours dans ce thème de la normalité, heureusement qu'on a un peu d'angoisse. Donc, l'idée, c'est de se dire, je suis angoissée, qu'il se passe quelque chose, qu'il arrive quoi que ce soit. Ça, c'est normal. D'accord. En revanche, une fois que l'angoisse commence à dépasser le stade normal et que ça engendre des réactions, justement ce qu'on appelle les réactions d'angoisse, c'est ça, ce qui est le stress. Le stress, ça peut être des réactions somatiques du type j'ai les mains moites, je peux avoir de la palpitation, il peut y avoir plein de choses, un peu de tachycardie. Donc, en fait, le stress, c'est ça, ce sont les réactions à l'angoisse trop excessive. Et pour les enfants, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, ça peut être la timidité, les ronds. Exactement. Les cheveux aussi. Les cheveux. Ma fille a fait ça avec ses cheveux. Voilà, il peut y avoir plein de petits tocs, on va dire, d'expression corporelle, d'expression corporelle. Après, il y a toujours plein d'astuces justement pour les éviter. Tu vas nous donner des conseils. Posez-nous des questions surtout, n'hésitez pas, on va. Mais sur les ongles, on avait dit que c'était pas mal de mettre le vernis à ongles. Le petit vernis à ongles du tout en pharmacie. Il faut mettre 2 couches parce que ça, je l'ai appris grâce aux patients. Ah, 2. Oui, une seule couche, en fait, les enfants arrivent à l'enlever, alors que 2 couches, ils trouvent ça vraiment dégueulasse. Il faut mettre 2 couches, il faut pas hésiter même chez les garçons. Alors, on a une question d'une maman justement qui nous dit mon enfant a peur d'aller à l'école. Donc ça arrive assez régulièrement. Ça peut, Et pourtant, il n'a pas l'air d'y être si mal que ça. À travers cela, moi qui suis maman, je me dis l'angoisse c'est une conséquence. Évidemment, du coup, il faut chercher la source de cette expression, de cette angoisse qui dit je ne veux pas aller à l'école. Est-ce qu'il faut justement donc creuser à tout prix d'où ça vient ou laisser l'enfant parler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs choses donc, déjà dans ta phrase. C'est d'abord, il faut savoir aussi à quel moment de l'année ça intervient cette angoisse. Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école en septembre? J'ai envie de dire que c'est à peu près normal. Ou alors, il a très très envie d'aller à l'école et tant mieux pour vous, vous êtes chanceux. Après, ça peut être aussi au moment de la reprise, juste après les vacances scolaires. Et c'est vrai que les vacances d'été étant très longues, l'enfant peut avoir une petite angoisse qui reste encore dans la normalité. Après, si l'angoisse devient excessive, c'est-à-dire qu'elle dure plus de 3 semaines, que l'enfant fait des crises avant d'aller à l'école, qui vous dit tout d'un coup j'ai très mal à la tête, j'ai mal au ventre, ou même carrément qui vomit, à ce moment-là, là on essaye d'aller un peu plus en profondeur. Donc on peut toujours parler avec l'enfant, parler avec la maîtresse, et la petite astuce du jour, c'est d'inviter des camarades à la maison de manière c'est bien parce qu'en fait ça te permet de discuter avec les autres enfants sans être la mère un peu trop intrusive. Et mon enfant il joue Colombo justement les experts. Exactement. Donc l'idée c'est de
d'amener un peu sympathiquement la chose en disant alors comment ça se passe à l'école pour toi, l'enfant très simple, c'est revenu, ça coule, ça revient. Très simple et très avoir une parole libre, mais c'est pas pour autant qu'on prend à 100% sa parole comme étant parole libre. Ah oui, parce que ça aussi. Parce que l'enfant peut... On va y revenir d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'enfant peut, en fait, pour attirer l'attention, dire ça se passe pas du tout bien à l'école, en fait, ça se passe très bien. Ou au contraire, dire ça se passe super bien, ça se passe pas très bien. Donc il faut vraiment toujours faire attention à ce que à la parole de l'enfant. D'accord. Justement, on a eu un témoignage dans l'application 0+0 d'une maman qui rencontre un problème avec son enfant. Et ça arrive, c'est triste. Elle dit il est plus grand et plus costaud que ses camarades, il est pris à partie par un groupe d'enfants qui lui en font voir de toutes les couleurs. Alors sa maman lui a interdit évidemment d'être agressive, de répondre par l'agressivité, en frappant par exemple. Le problème c'est qu'à force de se contenir, ce pauvre petit garçon, il relève en fait l'explosion de ces expressions par de l'agressivité mais vis-à-vis de lui. Donc il se frappe, il se tire les cheveux, etc. Bien sûr. Alors la maman évidemment s'en veut beaucoup parce que d'abord elle n'a rien vu, ensuite elle sait pas trop comment réagir et puis le petit garçon a pas envie d'attrister encore plus sa maman en lui racontant les choses. Ça c'est des choses qui peuvent arriver justement à l'école. Énormément. En fait on parle, alors là depuis quelques années on en parle un peu plus, mais c'est vrai que la violence à l'école on n'en parle peut-être pas assez, ça existe, c'est pas que chez les autres. Il faut justement en parler avec son enfant pour qu'il soit pas victime mais non plus bourreau, c'est-à-dire dire à l'enfant voilà tu sais c'est important de respecter les autres et de se faire respecter. La maman dans le cas que tu me décris n'a absolument mais vraiment rien à se reprocher. Elle a eu c'est bien. Elle a eu 1000 fois raison de dire à son enfant que il doit pas répondre à la violence par la violence, donc ça parfait, voilà, vous avez très bien fait. Et puis l'idée c'est de se dire si cette agressivité est envoyé en fait vers lui-même, cette auto-agressivité, il faut essayer de trouver un moyen finalement de l'exprimer différemment. Donc ça peut être un côté artistique, ça peut être viens, on va faire de la pâte à modeler, de la sculpture, de la peinture, on va l'exprimer différemment. Bien sûr. Ça peut être plus sportivement, on va dire ça comme ça, de la boxe, du tennis, de la course, voilà. Mais la troisième solution, ça peut être aussi par la parole, par la libération de la parole. Donc si on se sent nous-mêmes en tant que parents limités, il n'y a aucun souci pour justement aller voir quelqu'un et se faire aider par une tierce personne. Mais il ne faut jamais se dire que on a fait la pire des catastrophes en disant à son enfant de ne pas taper, donc il y a un cercle vicieux, donc il se tape lui-même, etc. etc. Cette auto-agressivité, il faut juste lui expliquer qu'elle ne doit pas être dirigée contre lui, mais qu'en fait, il faut l'exprimer différemment. En fait, il faut un équilibre entre finalement l'expression et aussi le fait de la canaliser. C'est un peu... Exactement, il faut lui apprendre à la canaliser et la donner en fait d'une manière différente que de l'auto-agressivité. Et puis il y a un petit truc aussi important, c'est que cet enfant, il a voulu, entre guillemets, faire plaisir à sa mère en lui cachant la vérité. Donc il faut que sa mère puisse aussi entendre ce qu'il a à dire sans le disputer, et en mettant des limites, en lui expliquant voilà, si tu as besoin, je viens avec toi à l'école, si tu as besoin, moi je trouve que ça serait bien d'en parler avec les parents de ces enfants-là. Il ne faut pas que l'enfant se dise oui, mais si tu veux en parler avec les parents, ils vont encore plus derrière, c'est ce qui arrive souvent un peu, ils vont encore plus me faire du mal. Donc l'idée c'est de dire non, ne t'en fais pas, je gère. Toi tu as juste à aller à l'école et bien vivre ta jeunesse, et voilà. Et en fait c'est lui montrer que tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre et l'apaiser et lui donner confiance en lui. Positiver. Exactement. On a Claire qui nous dit, et c'est vrai que souvent ça arrive, on le voit dans les parcs, etc. On a parfois son enfant qui devient agressif, qui pousse, qui... alors, du côté évidemment de l'agresseur, j'aime pas ce terme pour les enfants, c'est un peu too much, mais du côté de l'agresseur, il y a une réaction évidemment à avoir, et du côté aussi de la victime, entre guillemets. Ouais. C'est les parents la victime ou c'est les enfants? C'est une bonne question. C'est la psy. Moi, je fais une psychanalyse tous les lives. Tous les lives, je me retrouve avec des psychanalystes terribles. Mais du côté de la victime aussi, alors souvent, on a le fameux écoute, viens, tu vas t'excuser et tu fais un bisou au petit garçon et à la petite fille pour t'excuser. C'est bien de faire ça? Alors, c'est bien maintenant, souvent l'enfant peut aussi dire non, je le fais pas et puis tenir tête. Donc l'idée c'est de lui expliquer en fait, plus que de l'obliger à aller se faire pardonner, donc de s'excuser, l'idée c'est de lui expliquer pourquoi on fait cette démarche. Lui dire voilà, si cet enfant était venu et t'avait fait ça,
tu aurais eu mal. Si tu avais, si cet enfant, parce que par exemple, admettons, tu l'as pincé, si cet enfant t'avait pincé, tu aurais eu mal, tu n'aimerais pas que je te le fasse. Donc, tu vois, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'accord. Et du côté de la victime, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a lui expliquer. Alors, les parents ont souvent tendance à dire oh, mon Dieu, mon enfant a été maltraité. Alors là, il faut pas non plus exagérer le truc. Ou alors de se dire mon enfant est trop gentil, trop doux. Eh ben non, il n'y a pas de trop en fait pour un enfant. L'idée, c'est de dire bon, ben écoute, voilà, la prochaine fois, tu me le dis ou tu te laisses pas faire, c'est une chose. Après, ça dépend justement toujours du degré de ce qui a été fait, de l'acte qui a été fait. Mais l'idée, c'est de dire à son enfant, il faut aussi savoir pardonner dans la vie. Ça vaut pour les enfants et pour les adultes. Et, évidemment. Alors, le problème, c'est aussi que parfois, plus on creuse, plus on ajoute à l'angoisse de l'enfant. Ça, c'est vrai. On a besoin souvent d'avoir des explications. J'imagine que je ne suis pas la seule au monde dans ce cas-là. Et si on prend l'exemple de la timidité, qui est un très bon exemple, si on y réfléchit, en fait, ça angoisse souvent plus les parents de voir son enfant timide que l'enfant lui-même, qui parfois d'ailleurs ne manifeste aucune angoisse par rapport à sa timidité. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant qui est timide? On a le cas d'une maman qui nous dit mon enfant pleure parce qu'il n'a pas de copain. Et il dit qu'il est seul à l'école. Alors c'est difficile parce qu'on ne peut pas aller à l'école à sa place. On adorerait. On voit des mamans qui sont d'ailleurs derrière les grilles de l'école en train d'observer son enfant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet enfant qui est un peu timide? Alors d'abord, il faut toujours vérifier si la timidité est une réalité ou pas. Donc il y a plusieurs degrés aussi de timidité. Tu vas avoir des enfants qui sont véritablement très timides. Et là, ça va être un handicap. Donc, par exemple, j'ai une petite jeune fille que j'aime beaucoup, une petite patiente qui a 4 ans, qui, elle, n'a pas sorti un seul son de sa bouche depuis très longtemps. Mais c'est surtout qu'en fait, la maîtresse n'a jamais entendu sa voix. Donc, par exemple, ça, c'est une vraie timidité qui est très handicapante. Cette petite fille ne m'a jamais parlé non plus à moi. Bon, heureusement, on a débloqué le truc, elle me fait des petits hochements de tête, donc c'est plutôt sympa. Mais elle est hyper contente en plus quand même de venir, donc c'est ça qui me permet après de travailler avec elle. Mais l'idée, c'est de dire à cet enfant, tu peux prendre le temps que tu veux, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut aussi que tu comprennes que les choses doivent avancer. Donc cet enfant, par exemple, elle va parler avec ses copines, qu'elle aura choisies évidemment avec quelques qualités, et elle va parler qu'en famille. Donc là, il faut aussi évaluer le niveau du langage, etc., etc. Donc ça, c'est une timidité qui est vraiment handicapante. Donc là, on y va toujours, en fait, graduellement. Après, tu as une timidité qui va être un peu moins handicapante, qui va être l'enfant qui, finalement, juste met un petit peu de temps, en fait, à aller vers les autres. Et là, les parents peuvent en tout cas en faire une espèce d'angoisse en disant oh, mon enfant ne va pas comme les autres au bout de 10 secondes vers tout le monde et tout. Et là il faut se dire qu'en fait c'est pas grave, c'est absolument pas grave, il a juste besoin d'un peu de temps. En fait c'est un peu tout vient d'apprendre à qui s'attendre. Donc l'enfant va y aller, mais il a juste besoin de prendre ses marques, de vérifier un petit peu la situation, de juger à quel moment il peut s'introduire avec les autres copains. Peut-être qu'il n'est pas arrivé, par exemple si c'est un anniversaire, au bon moment pour lui, il a besoin de voir un petit peu et d'évaluer la situation. Donc il faut aussi laisser évaluer la situation. Parce que je vois plein de parents qui sont très angoissés, qui peuvent même pleurer en disant mon enfant n'a pas d'amis, mon enfant est hyper timide et tout. Non, il ne faut pas en faire une source de stress. Si l'enfant ne le dit pas comme une source de stress, ce n'est pas tout va bien. Mais en tout cas, quand c'est une source de stress, moi j'ai peut-être une astuce aussi. Il n'y a pas que toi, moi aussi je peux donner une astuce. Bien sûr. Et bah oui, parce que je suis maman quand même aussi et que j'ai des soucis comme tous les parents du monde. Quand moi ma fille a changé d'école et est rentrée au CP, en fait ce que j'avais fait, c'est que évidemment elle était très angoissée, par contre elle pour le coup, parce qu'elle me disait mais j'arrive pas à parler à des petits copains, des petites copines, c'est super difficile. Et en fait j'avais donné des petits papiers que je lui avais demandé de donner à ses petits copains et ses petites copines en disant appelez, votre maman doit m'appeler ou vos parents doivent m'appeler et puis je les invite à la maison. Et en fait c'est ce qui a désamorcé en fait la situation et qui a fait que finalement des petits copains, des petites copines sont venus à la maison et ça y est, c'était... Et en fait par ce biais-là en plus tu lui as permis d'avoir confiance en elle parce que dans ce petit papier il y avait une partie de toi. Oh, c'est beau. T'as vu? C'est trop beau. Donc en fait tu lui as permis d'y aller parce qu'elle s'est dit maman est avec moi et derrière moi. Donc tu vois en fait ça lui a donné encore plus confiance en elle.
Bah, tu ne savais pas, mais non, je savais pas. Mais bon. Alors, sinon, pour revenir sur la timidité, justement, il y a aussi donc, les cas timides. Mon enfant est timide avec d'autres enfants et mon enfant est timide avec les adultes. Alors ça, souvent, ça arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... on va pas le forcer, évidemment, mais pour l'aider, justement, à s'intégrer un petit peu en douceur, faut pas le brusquer. Non, surtout pas le brusquer. C'est super impressionnant pour un enfant d'aller vers un adulte. Bah ouais, c'est un peu comme si je te montrais un géant et que je te disais vas-y maintenant tu peux y aller. Mais en fait c'est à peu près la même chose. Il faut surtout pas brusquer les enfants. Plus on va lui dire bah vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es timide ou quoi? Bien sûr. Et en fait plus l'enfant va être vraiment encore plus bousculé, handicapé. Voilà. C'est un peu si je te mets face à une foule de 50 personnes ou 500 personnes et que tu rougis et que je te dis devant tout le monde bah alors tu rougis, tu vas être encore plus mal à l'aise et a priori encore plus rouge. Et ben en fait c'est à peu près la même chose pour les enfants. Donc on les brusque surtout pas, on leur laisse leur temps. Toujours on laisse un petit moment d'adaptation. Ouais. Doux. Et puis c'est pas grave, un enfant qui va pas tout de suite parler aux parents, c'est pas genre catastrophique quoi. Ouais. Après il faut juste lui apprendre en fait toujours un peu insister sur les bonnes manières entre guillemets. Donc tu peux dire bonjour, merci et au revoir. Le reste ce n'est que entre guillemets du superflu. Maintenant, si tu as envie de demander quelque chose, essaye petit à petit de t'introduire, de faire une phrase, peut-être simple, c'est pas grave, je suis là pour t'aider, je suis là pour te donner confiance, je suis présent avec toi, mais on ne lésine pas en revanche sur la politesse. Bon, tu as raison. D'ailleurs, souvent on entend des enfants qui disent bonjour. Voilà. Sinon, on peut éventuellement faire comme les petites marionnettes, tu sais. Mais voilà, mais ils sont pas obligés de dire un ouais, bonjour. Enfin voilà. Donc il faut aussi accepter que son enfant soit un peu timide ou un peu plus renfermé. Et c'est pas un signe de mal-être en fait. Voilà. Bon. Tout va bien. On a pas mal de questions sur le sommeil, évidemment. Alors, on a fait une vidéo sur cette partie, mais je pense qu'on va répondre à la fin de la thématique, un petit peu sur les problèmes de sommeil. Je vois quelques questions sur le sommeil aussi. Ça, c'est le grand truc, on va en parler. Moi aussi, j'ai des problèmes de sommeil. En fait, on a que des parents qui sont crevés, là. Alors, vous n'êtes pas endormis, hein, rassurez-nous. Faites-nous des petits likes et des petits cœurs et des petits... Bon... Alors, on a parlé de la timidité, on va parler aussi maintenant du mensonge. Alors, le mensonge, ça peut faire beaucoup rire parce qu'effectivement, il y a des enfants qui racontent des histoires mais complètement hallucinantes. Alors, c'est très drôle, mais au bout d'un moment, quand même, ça devient inquiétant parce qu'on se dit, mais mon enfant, il part dans un délire total. Ouais. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un âge où il y a ces fameux mensonges qui se mettent en place? Alors, c'est normal au départ, ouais. On va dire que vers 4-5 ans... Je suis réveillée, excuse-moi, je te c'est bon. Vers 4-5 ans, c'est un mensonge ou pas? Vers 4-5 ans, en fait, le mensonge apparaît, c'est à peu près normal. Maintenant, c'est toujours pareil. On va essayer de juger sur une échelle de 1 à 10. On va faire à peu près comme ça. Donc, est-ce que le mensonge apparaît en permanence ou est-ce que ce mensonge est là de temps en temps pour embellir la réalité? Nous-mêmes, adultes, on ne va pas se mentir, hein. Voilà, on ment aussi en embellissant la réalité en disant le Père Noël existe. Ah oui. Voilà. Okay. Tu vois, par exemple, ce grand mensonge universel. Donc, il faut se dire aussi que l'enfant peut mentir, c'est normal, pour embellir sa réalité. Maintenant, les limites, c'est est-ce qu'il le fait pour me faire plaisir? Est-ce qu'il le fait pour... par rapport, comme une rivalité par rapport à un autre enfant qui lui aurait dit mon père est policier et lui, bah moi mon père il est pompier alors que pas du tout, mais il va falloir commencer à s'y mettre. Ou alors est-ce que c'est parce que il a envie, parce qu'il a une faible estime de lui-même, ou alors c'est juste parce que voilà il trouve ça marrant et drôle. Maintenant il faut jamais laisser un enfant il faut pas entre guillemets rentrer dans le délire de cet enfant, c'est-à-dire ne pas dire ah bon c'est vrai cette nuit tu as volé et tu as fait ci et tu as été toucher les étoiles et tu es revenu, tu as fait 3 fois le tour de la Terre, Superman. Il faut pas rentrer en fait dans ce truc là parce que l'enfant va y trouver en fait un espèce de bénéfice secondaire à dire ah ben je capte l'attention finalement de mon public grâce à ça. Donc il faut toujours lui montrer qu'on sait quand il ment et ne pas rentrer complètement dans ce truc-là. Donc lui dire, bon, ok, c'était sympa, mais on évite de mentir quand même. Voilà, donc il faut quand même toujours l'arrêter dans son petit délire. D'accord. Pour ne pas que ça devienne plus handicapant. C'est marrant parce qu'il y a Maxime, c'est un gars en plus, on est content d'avoir un garçon. Ça fait du bien. Qui nous dit à propos du Père Noël, est-ce que vraiment c'est un mensonge? C'est une super question, hein, parce que moi, ma fille justement, pourtant elle est grande, hein, elle a 8 ans maintenant, mais elle a super envie de croire au Père Noël.
et elle sait qu'il n'existe plus, et elle me dit mais moi je veux continuer à croire au Père Noël. Et alors, c'est pas bien. Non, il n'y a pas de bien, c'est pas bien. Je lui dis bah oui, le Père Noël, il y en a un, il existe, enfin non, alors c'est pas celui qui vient déposer tes cadeaux, etc. Mais si tu as envie de croire à ce Père Noël, tu peux y croire. On peut prendre un billet d'avion et aller voir. C'est ça. Alors, c'est une vraie... Est-ce que c'est un vrai mensonge? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est... Il n'y a pas de mal en fait. Ce qui est mal, ça serait de faire du mal à son enfant, entre guillemets. Ce qui est bien, c'est de pouvoir... finalement lui expliquer au moment où il va se rendre compte par les autres enfants que évidemment le Père Noël n'existe pas pour de vrai, etc. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de lui dire voilà, il n'existe pas, mais il existe une fête, et cette fête-là, on la matérialise par le Père Noël, et donc si tu veux, on peut toujours faire croire que les cadeaux viennent du Père Noël, même si tu sais qu'ils viennent de ma part, etc., etc. Donc en fait, on peut expliquer sans brusquer l'enfant, et puis nous, adultes, on peut aussi encore y croire. Moi, de temps en temps, je demande plein de trucs au Père Noël. Ouais, d'ailleurs, pareil pour la petite souris. Hein, exactement, le Père Noël, la petite souris, ce sont des choses... souris, par contre, quand on est grand, c'est plus compliqué, on va pas s'arrêter une banque pour avoir un cadeau. Mais voilà, l'idée, c'est de toujours se dire que il y a pas de c'est pas mal de croire encore à quelque chose de sympa et de magique en fait. Ouais, bien sûr. On a une question là de Julie qui nous dit: les colères et la frustration de ma petite de 3 ans virent parfois au hurlement. Est-ce que c'est normal? Complètement. Ok, c'est super impressionnant aussi. Très. On te le croit, hein, Julie. Ma solution, c'est d'isoler 2 minutes jusqu'à entendre une vague, et après, j'arrive plus à lire la suite. La question, ouais. La question, c'est... En gros, vers 3 ans, c'est complètement normal. Moi, j'appelle ça un peu les répétitions de l'adolescence. Donc, dites-vous qu'à l'adolescence, ça sera encore plus impressionnant. Et en gros, il ne faut pas laisser passer effectivement ce moment de crise, parce que c'est une intolérance à la frustration. Et donc, en fait, il faut lui apprendre à accepter la frustration, à accepter le non, à aller au-delà. Donc, un peu pareil que tout à l'heure, cet enfant qui se faisait une auto-agressivité. Donc, lui dire qu'en gros, il faut accepter le non et l'exprimer d'une autre manière que simplement en tapant du poing sur la table, en se roulant par terre, voilà. Et le vrai truc vraiment important que je dis toujours à mes patients, c'est parce que j'ai plein de patients qui me disent quand on est au supermarché, mon enfant a fait une crise en plein milieu du supermarché, j'ai tellement honte que je lui ai pris son jouet, je lui ai acheté des pâtes, enfin voilà, les bonbons, le coca, enfin bref, tout y passe. Et en fait, non, tous les parents de cette planète vivent ce moment, et c'est normal. Et si on se dit non, moi j'ai pas vécu ça avec mon enfant, c'est pas grave. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, la vidéo. Voilà. Il faut toujours avoir une pancarte avec soi au supermarché qui dit mon enfant fait une crise, mais c'est normal. Exactement. C'est ça. Donc tous les parents ont vécu ça, donc il faut pas se dire j'ai honte vis-à-vis des autres parents, il faut se dire qu'est-ce que je fais avec mon enfant. On arrête de penser toujours au regard des autres. Donc votre fille fait effectivement une crise, c'est absolument pas grave et on l'accepte. En revanche, la technique souvent, c'est de dire, par exemple, quand on est au supermarché, écoute, quand on sera à la maison, je te mettrai au coin si tu continues. Et puis c'est dommage parce que, par exemple, tu perds du temps pour aller à ton activité, donc peut-être qu'on n'ira pas à cause de toi. Ou si c'est un anniversaire, tu as perdu du temps, donc tu vois, les copines, elles vont commencer. Lui expliquer en fait en quoi cette crise est handicapante pour l'activité de la journée. C'est bien, comme ça, dit comme ça paraît super simple. Mais moi, je commence à suivre pas mal de tes conseils, et je veux dire que franchement, je vous assure, c'est pas toujours facile, non, mais ça marche avec le temps. Donc voilà, je me dis, ça marche avec le temps. On va revenir juste à l'agressivité, parce qu'on a effectivement une question, là, une réaction de Laetitia qui nous dit que faire face à ma fille de 5 ans et demi qui, par moment, a de l'agressivité envers ses camarades de classe, elle pique des colères d'un coup. Que faire face à ma fille, pardon, d'accord. Non, parce que j'arrivais pas à lire bien la question. Alors, donc c'est face aux camarades qu'elle pique des crises. Oui. Ça. En fait, de la même manière que cet enfant qui se faisait de l'auto-agressivité, de la même manière que cet enfant qui fait des crises de colère dans le supermarché par exemple, lui dire qu'en fait, en gros, ça va l'handicaper dans ses relations avec les autres enfants, et donc lui expliquer qu'elle n'a aucun intérêt à faire ça parce qu'au fur et à mesure les copines ne vont plus vouloir jouer avec elle. C'est un peu comme si tu commences à trop mentir, les autres ne vont plus te croire. Quand on crie trop au loup, il n'y a plus personne qui vient te sauver. Il faut, dit comme ça, effectivement, quand on est d'adulte à adulte, c'est assez simple.
Des fois aussi, trouver les bons mots. Bien sûr. Adaptés à ton enfant, l'âge de ton enfant, c'est pas facile. Non, c'est pour ça qu'il faut utiliser en fait les mêmes mots qu'elle va utiliser en t'expliquant. Oui, mais par exemple, ma copine, elle m'avait volé mon jouet. Oui, mais par exemple, tu vois, quand elle t'a volé ton jouet, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a peut-être voulu simplement te l'emprunter et toi, tu l'as pris comme quelque chose de l'ordre du vol. Donc, il faut peut-être réfléchir aussi avant d'agir. Donc, en fait, il faut toujours en fait reprendre ses termes à elle. Exactement. Alors Corinne nous donne aussi, nous pose une question. Mon fils de 4 ans pleure dès qu'on lui dit non ou qu'on lui refuse quelque chose, quelle que soit la chose. Et à l'école, c'est pareil. La maîtresse lui demande de faire un travail. Il se braque. Alors déjà, moi j'ai envie de dire, t'as de la chance, Corinne, parce que souvent en fait, à l'école, t'as des enfants qui sont adorables et qui à la maison, tapent des crises, etc. Donc au moins, c'est pareil. Au moins là, il est constant, cet enfant. Il est bien, votre fils. C'est ça. Donc il dit non, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est en fait exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une intolérance à la frustration. Donc c'est toujours lui apprendre qu'on peut être frustré dans la vie de nous-mêmes, on va être frustré. Moi j'adorerais gagner au loto, je suis hyper frustrée d'avoir joué et de ne pas avoir gagné. Donc je suis frustrée dans les embouteillages, je suis frustrée. Mais en fait c'est aussi, et c'est là où c'est vraiment important, la place en fait de l'exemplarité, c'est lui montrer finalement que nous aussi on est frustrés dans la vie par plein de choses. Et c'est pas grave, on l'exprime différemment. Donc c'est là où on va lui dire, tu vois, moi j'étais hyper frustrée dans les embouteillages, j'avais envie qu'on avance plus vite, et en fait au lieu d'insulter ou de bouder, de m'arrêter, d'arrêter la voiture, et ben ce qu'on fait parfois quand même. Voilà, mais il faut pas le faire devant les enfants. Et on va lui montrer qu'en gros, on a continué, on a pris ça en fait son mal en patience et on s'est dit c'est pas grave, profitons de ce temps dans la voiture pour discuter, pour faire autre chose. Donc l'idée c'est, tu sais, la maîtresse quand elle te demande de faire quelque chose qui ne te plaît pas, c'est pas pour aller contre toi, mais c'est pour au contraire t'aider à apprendre quelque chose. Et tu vois, la dernière fois par exemple, elle voulait t'apprendre, j'en sais rien, une addition, parce que c'est très important plus tard. Si tu veux calculer combien tu as d'argent dans ta tirelire, comment tu vas faire sans addition? Donc tu dois apprendre à faire les additions. Tu vois, tu tournes en fait toujours un peu de manière positive les choses. Alors justement, on parle beaucoup de l'école. Il y a aussi 2 autres comportements qui peuvent poser entre guillemets problème. C'est la lenteur et la concentration. Alors, est-ce que d'abord ces 2 comportements peuvent passer avec l'âge? C'est-à-dire, c'est pas parce que t'es lent quand t'es petit que tu vas être lent quand t'es adulte. La concentration, c'est un peu pareil. Et j'ai envie de dire aussi, la concentration, ça peut dépendre aussi des sujets qui sont traités, parce que il y a des enfants qui détestent par exemple les mathématiques et du coup vont pas vouloir du tout. Mais qui adorent le français. Qui adorent le français, exactement. Alors, justement, si on parle d'abord de la lenteur, si par exemple, là j'avais une question, mon enfant n'arrive jamais à finir ses exercices à l'école, il prend des heures aussi pour s'habiller justement, ça arrive assez souvent. Est-ce que c'est le signe de quelque chose ça? D'un énervement des parents, oui. Ça, c'est la conséquence. Alors, c'est ça. Alors, oui, tiens, petite astuce, tu vois, tu m'as fait penser à une petite astuce. Quand on dit le matin à un enfant, dépêche-toi, allez, en fait, l'enfant ne va pas aller plus vite. Il faut bien le savoir. Non, mais vous calculez un jour où vous dites à l'enfant, allez, il va juste pas aller. Et parfois, il est même plus lent parce que vous lui avez introduit une dose de stress derrière. C'est tellement vrai. Donc, l'enfant, on parlait tout à l'heure un peu de l'angoisse et le stress. Donc là, en fait, on est en train de lui dire, vas-y, plus vite. Donc, il y va pas du tout. Donc voilà, donc le matin, ça ne sert à rien de dire aux enfants, allez. Il ira pas. Donc, toujours pareil, la lenteur, on va la mettre en fait sur aussi différents domaines. Si l'enfant est lent pour manger, c'est pas grave, on s'en fout. C'est plutôt même pas mal. Dans le sens où oui, ça peut énerver les parents, mais on se dit qu'au moins comme ça, on n'a pas un glouton qui mange trop vite. Et si on avait un glouton, on stresserait. Enfin voilà. Donc il faut aussi se dire, je suis contente, je suis pas contente, mais ça va. Je prends aussi sur moi en me disant qu'il mange à la manière dont il a envie de manger. Si la lenteur, c'est pour s'habiller le matin, donc on évite de dire allez 25 fois, mais il faut donc se dire, est-ce que la lenteur finalement, elle est sur la concentration, comme tu disais, sur l'école, sur la façon de faire les choses. Donc, est-ce que c'est un problème, comme on disait un peu la dernière fois, sur le trouble de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a une mouche qui passe et l'enfant va être plus concentré sur la mouche, sur le bruit qu'on a entendu du klaxon dehors, etc. Donc là, effectivement, il peut y avoir un trouble de l'attention. Donc, toujours pareil, on teste l'enfant chez un psy pour vérifier si c'est véritablement un trouble de l'attention. On évite de se poser la question avant les 6 ans quand même, j'aime pas trop avant, donc on arrête de les embêter à trop vouloir vérifier s'ils n'ont pas un trouble de l'attention avant en fait ça peut être complètement de l'ordre ils sont lents, ils n'ont pas envie de faire les choses parce qu'on leur a pas donné l'envie. Donc l'autre petite astuce c'est de leur dire
Et ouais. Alors, sans trop en faire un challenge, une compète et tout, parce que ça serait une autre source de stress, mais on peut dire à l'enfant, alors, le premier qui s'habille a gagné. Ah, mais et donc, ça, voilà, tout le monde le fait dans la rue d'ailleurs. Le premier qui arrive là a gagné. Exactement. C'est très drôle. Donc, l'idée, c'est de, en fait, transformer cette lenteur en challenge. Ouais. Et après, j'ai une petite astuce, si tu permets. Ah bah oui. Ouais, Bah, sur la je me permets. concentration. D'accord aussi. Ouais. On y va. Alors moi, Oui, il y a un astuce. truc que j'aime bien faire avec mes patients sur la concentration. Donc je crois que vous voyez les trucs à l'envers. C'est dommage. Ouais, mais non, mais c'est pas grave. Nous, ça va. Vous allez mettre des petites. Vous allez un petit comprendre en miroir, fait ce que c'est. C'est en fait, je fais une feuille de bataille navale avec mes patients. Ouais. Alors, pas de bien te voir en consultation. Les patients pensent que je glande avec leurs enfants, mais en fait non, je bosse. J'ai trouvé cette petite astuce en fait dans le sens où faire une bataille navale avec l'enfant me permet de savoir s'il y a une réelle lenteur ou s'ils n'arrivent pas à se concentrer véritablement ou pas. En fait, c'est voir si quand ils sont dans un exercice qui leur plaît, qui est fait de manière ludique, est-ce qu'ils arrivent à se concentrer ou pas. S'ils arrivent à se concentrer, ils ont a priori pas trop de problème de concentration. Le fait de me dire mon enfant est très bien concentré quand il joue aux jeux vidéo, ce n'est pas en rapport parce que les jeux vidéo, comme on l'a déjà dit, les écrans hypnotisent. Donc à ce moment-là, ça n'a rien à voir. Moi, je le fais de manière vraiment sur un papier stylo. Est-ce que l'enfant est capable de se concentrer? Donc ça va me permettre de vérifier d'abord s'il est capable de concentration, s'il y a de la lenteur véritable ou pas, s'il y a une coordination visio-moteur, donc à la fois je regarde les chiffres, les lettres, il y a un traitement visio-spatial, il y a l'écriture en même temps, il y a un côté stratégique. En fait, la bataille navale, pour moi, est un jeu qui me permet de vérifier comment l'enfant se déroule. Alors, justement, est-ce qu'il y a des activités, des jeux qui peuvent favoriser... En plus de la bataille navale. En plus de la bataille navale, tout à fait. On peut faire jeune, hein. Qu'on peut faire jeune. Ouais, les enfants suivent bien une fois qu'ils ont bien compris en fait le système. Justement, donc il y a la bataille navale qu'on peut faire. Si mon enfant a des problèmes de concentration, de lenteur, etc., est-ce qu'il y a d'autres jeux qu'on peut faire? Les puzzles. Les puzzles, les puzzles, c'est pas mal parce qu'en fait, ça permet de voir s'il est capable de rester concentré sur un même truc. Après, il y a des enfants qui ont besoin de toucher à plein de trucs, qui vont passer d'un jeu à un autre, à un autre, à un autre. Donc, c'est aussi lui expliquer les limites, lui dire voilà, il faut aussi que tu apprennes à finir un jeu. C'est pas grave s'il le finit pas, mais lui expliquer en tout cas que c'est pas mal s'il le finit. Maintenant, il y a un autre truc aussi. Et à ranger ce jeu avant d'en prendre un autre. Alors, je vais te donner deux astuces là, dans la même ligne. Alors, le premier truc, c'est que aujourd'hui, on a tendance on est dans une société de surconsommation. On a tendance à tout acheter à nos enfants. Je pense que si on va en faire un sujet d'ailleurs. Je pense aussi. Si on rentrait dans la chambre de chacun des enfants, on verrait en fait un magasin de jouets entier. Je pense qu'on est capable d'envahir une rue entière. On se fait super plaisir aussi. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Bah non. Parce qu'en fait, ils sont pas en manque, nos enfants. Et c'est important en fait de pouvoir faire un roulement au niveau de leur jeu. Parce que quand tu as plein de jeux, tu sais pas quoi en faire. C'est un peu comme si tu avais plein de chaussures. Tu les mettrais pas toutes, c'est vrai. Tu vois, tu as souvent tendance à mettre les mêmes. Et en fait, l'idée, c'est, tu prends souvent d'ailleurs celle que tu vois en premier. Exactement. Et ben c'est à peu près la même chose pour les jeux. Donc l'idée, c'est de se dire, je switch exactement. J'en mets plein dans la cave ou dans une boîte ou dans un machin qu'il ne voit pas, qu'il ne va pas aller prendre et chercher. Et donc, ça va lui permettre en fait aussi de voir la valeur de chaque jeu. Et donc, ça permet aussi de ranger. Exactement. Ma deuxième astuce, c'est sur le rangement de la chambre. Alors, oui. Alors, ça va à la fois sur le rangement de la chambre et sur la confiance en soi pour l'enfant. C'est beau. C'est l'univers de l'enfant. Alors, en gros, là, je sais que tous les parents vont se jeter sur moi en disant mais elle est folle, il faut ranger la chambre de l'enfant. Et ben non, il ne faut pas ranger la chambre de son enfant. Et en fait, on va faire une vidéo pour les enfants. C'est ça. Ils vont être trop contents. On peut manger des bonbons, on peut ne pas ranger sa chambre. Mais comment est-ce que c'est possible ça? Alors, en gros, un enfant passe 90% de son temps à l'école, d'accord? Ou à l'extérieur en tout cas. Et voilà. Et donc, en fait, pourquoi je te dis à l'école? Parce qu'en fait, quand il est à l'école, on lui parle d'école. Quand il sort de l'école, on lui parle de
L'école. Quand il arrive à la maison, il prend son goûter, on lui parle de l'école. Et quand il doit faire ses devoirs, c'est en rapport avec l'école. Et quand il va dormir, on lui dit qu'il faut qu'il aille dormir parce que demain il ira à l'école. Voilà, c'est bon. C'est horrible. Mais si tu comptes le nombre de fois où tu parles de l'école dans la journée, en fait tu ne parles à ton enfant que pour lui parler de ça. Comprends, en fait. Donc si moi je te parlais en permanence de ton boulot, t'aurais juste envie de me tuer. Voilà, c'est ça. Oui, t'as bien rempli les cases, c'est pas mal. Donc l'idée c'est de aussi donner un peu plus d'ouverture d'esprit à son enfant que l'école. Et donc, le rangement de la chambre a un vrai lien, vous allez le comprendre. Quand il est à l'école, il est soumis aux règles de l'école. Quand il est dans le salon, il est soumis aux règles des parents du salon. Il faut ranger le salon. Quand il est dans la cuisine, il ne faut pas toucher à ça parce que c'est la cuisine. Mais c'est normal. Voilà, c'est complètement normal. Mais donc, il faut que cet enfant ait aussi un espace à lui, son petit espace vital, tu vois, où il va s'exprimer. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand mon enfant a fait un dessin, je ne vais pas prendre son dessin et le déchirer, ça serait horrible. D'accord. Et ben en fait, c'est la même chose quand il fait une construction et que derrière on range la construction. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et souvent, l'enfant, avant d'aller à l'école, il dit à ses parents tu touches pas tu à ma construction, tu ne touches pas, tu vois. Et ben en fait, on se rend pas compte de l'importance de cette construction. Cette construction, il y a mis son cœur, il a réfléchi pour la faire de telle manière. Et donc en fait, quand on range parce qu'on a voulu absolument passer l'aspirateur, et ben l'enfant, lui, c'est comme si on lui avait déchiré son dessin. Donc c'est important que cet enfant, il puisse avoir aussi son espace, son moment de créativité et son espace de créativité. Donc la chambre est à l'enfant. Ce que nous avons décidé dans notre maison d'avoir soit une maison super bien rangée, soit que ce soit le bordel, et ben c'est la même chose pour l'enfant. Il ne faut pas trop intervenir. Donc la règle, c'est de dire à l'enfant, écoute, je ne vais pas ranger ta chambre tous les jours non-stop, même si quand on marche sur les Lego, on a hyper mal aux pieds, voilà. Mais c'est de dire, voilà, je suis capable d'accepter que tu ne ranges pas forcément super bien ta chambre, et de l'autre côté, ben toi, je te propose de la ranger une fois par semaine. C'est une super astuce, puis je pense que ça va faire plaisir à tous les enfants. Oui, c'est ça, il va être content. Alors, je vais lire un peu les questions. On en a beaucoup aujourd'hui. On a par exemple Julie qui nous dit « Mon enfant de 7 ans est super étourdi. Il oublie tout, de s'habiller. Rassure-moi, il oublie ça. Je pense que c'est bon, ça. On lui demande... et tout, attends. Ses cahiers d'école. Voilà, et tous ses cahiers d'école, donc il ne peut pas faire des devoirs forcément s'il oublie ses cahiers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te rassure, Julie, moi aussi j'ai le même problème avec ma fille qui me dit oups, j'ai oublié. Alors, il faut vérifier si c'est un vrai oubli ou si c'est oh mince, j'ai oublié, mais je t'ai ramené quelque chose d'autre. J'ai ramené de la saleté sur mon jean, j'ai ramené plein d'autres trucs, mais les cahiers de devoirs, j'ai oublié. Et j'ai même oublié de les noter, c'est fou ça. Donc, il faut vérifier d'abord si c'est véritablement de l'ordre de j'ai oublié parce que j'avais envie de l'oublier, ou si c'est j'ai oublié parce que j'ai complètement la tête dans la lune. Et cette fois-ci, là, en plus, comme il a 7 ans, on peut se poser la question si c'est un trouble de l'attention. Ah, d'accord, très bien. Alors, moi, juste quand ma fille me fait ça, une fois, ok, la deuxième fois, la troisième fois, je lui dis, écoute, si moi, je t'oubliais à l'école, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu trouverais ça normal? Et là, elle me dit, ben non, mais je lui dis, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est tes affaires, tu fais attention. C'est bien de faire ça ou tu peux complètement. Bon, alors, pas forcément, il faut pas qu'elle forcément oublie l'école, mais. Non, mais pas forcément lui créer une angoisse derrière, genre maman va m'oublier. Mais tu peux dire, par exemple, tu te rends compte, si j'oubliais ton goûter, tu serais pas contente parce que voilà. Ou si j'oubliais parce que tu m'as demandé de signer un mot pour la maîtresse, si j'oubliais de le faire, tu serais pas contente. Donc de la même manière, moi je remplis un contrat, tu dois aussi remplir un contrat. Et oui, c'est... Alors, autre question, on a Marie qui me dit « Ma fille de 17 mois fait des colères à se claquer la tête par terre sur les murs. » C'est assez horrible et c'est vrai qu'on en voit parfois qui font ça. C'est hyper difficile parce que... Alors déjà, j'ai envie de dire, je veux pas être remplacée évidemment Paola, mais si elle fait une colère, c'est probablement parce qu'il y a une frustration. Encore une fois. T'as bien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de comprendre la frustration, en parler avec elle. On va essayer de dédramatiser la situation. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'on peut changer de sujet complètement? C'est-à-dire que par exemple, elle a fait une frustration parce qu'elle a vu un bonbon et que je lui ai dit non sur ce bonbon parce que ça fait déjà le 5e qu'elle a mangé. Et bien à ce moment-là, je lui dis oh, mais qu'est-ce que t'en penses si on allait faire ça? Enfin voilà, tu peux changer complètement de sujet. Il faut aussi voir si tu es capable à ce moment-là de lui expliquer que il faut pas qu'elle mange ce bonbon parce qu'elle va avoir des caries, etc. Et puis te dire j'anticipe, c'est-à-dire à quel moment je sais qu'elle peut faire une crise et donc je vais essayer de
contourner un petit peu plus le problème. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Et puis se dire que si on cède en fait à cette crise, on est dans la merde. Alors, je sais pas si c'est à peu près ça. C'est ça. Je sais pas si je t'ai donné en fait cet exemple, si tu vas voir ton patron et que tu lui réclames si, 100 euros. Donné, Donc en fait, c'est un peu la même chose. Si ton patron te donne 100 euros parce que tu as fait une crise, et ben tu vas aller lui réclamer tous les jours. Et ben en fait, c'est un peu la même chose. Donc il faut pas craquer à la première crise, à la deuxième, à la 25e et tout. Il faut tenir bon. Et le petit truc aussi encore très important, nos enfants sont des enfants. Ça paraît bête, mais en gros, on ne doit pas se mettre au même niveau qu'eux. Oui, ils s'énervent, oui, ils peuvent nous mettre hors de nous, mais il ne faut pas le montrer. Donc il faut se dire... Donc dans ce cas-là, il vaut mieux s'éclipser pendant 30 secondes. Exactement. Et se dire, si je m'énerve, en fait, ça va encore plus l'énerver et ça sert à rien. Exactement. Ouais. C'est de dire un peu à un enfant, genre, arrête de t'énerver, arrête de crier. Et en étant énervé et en criant, ça n'a aucun impact positif, si ce n'est qu'en fait, on lui a montré le mauvais exemple. Donc l'idée, c'est... Je suis zen, je prends sur moi, elle fait une crise, c'est pas grave, je vais lui expliquer pourquoi il faut pas qu'elle fasse cette crise. C'est très difficile, je le sais, oui, mais il faut tenir bon. D'ailleurs, on va en venir sur le sommeil, c'est d'autant plus difficile sur le sommeil quand on manque de sommeil et tout. Alors juste, on a des questions par rapport à la pression aussi de l'enfant. Alors pareil, on en fera un sujet parce que ça c'est intéressant. La pression de la réussite, même si on n'appelle pas ça la réussite, c'est quand même ce qu'on veut parfois pour nos enfants, donc on en parlera. On a aussi donc une maman là, qui me dit, Charlène, que tous les matins elle doit porter son fils de 4 ans pour aller à l'école. Sinon il refuse, il tape des crises, etc. Ça aussi on en voit souvent. Alors il faut pas se laisser faire. Le problème c'est que quand on l'a fait une fois, après l'enfant se dit elle l'a fait déjà. Donc, c'est un peu comme... et quand bien même on va être en retard, il faut pas lâcher, tant pis. Mais c'est un peu comme allez. Donc l'idée c'est de se dire, il vaut mieux être en retard. Et cet enfant en fait va se faire disputer par la maîtresse ou par la directrice et lui dire, tu vois, si tu avais été à pied, donc on aurait été plus rapide et donc on se serait pas fait disputer, toi et moi. Donc on est tous les deux dans le même panier. Donc l'idée c'est de ne pas céder. L'enfant de 4 ans il peut complètement marcher. Et s'ils le font, on le réveille 10 minutes avant même si on est crevé. Et en fait on anticipe le fait qu'il va vouloir mettre plus de temps. Donc on anticipe sa réaction et on le prend pas dans les bras. Parce que 4 ans, le prendre dans les bras, c'est en fait lui mâcher un peu le travail. Donc même si c'est difficile, il faut, il faut tenir bon. Ça va être difficile pendant une certaine période. En fait, ça peut être des crises pendant une semaine, 2 semaines. Mais au bout de 2 semaines, votre enfant aura compris que vous n'allez pas céder. Et donc, de lui-même, il va dire, ok, maman ne cède plus, donc je vais devoir marcher. Donc ça peut être passer en bout, je ne céderai pas. En fait, c'est toujours pareil. Rappelle-toi, je te dis à chaque fois, on regarde sur du long terme plutôt que sur du court terme. Sur du court terme, ça va être difficile. Ça va être 2 semaines d'acharnement de qui est le meilleur, qui va gagner, qui est le plus fort. Mais au bout du compte, il faut que ce soit les parents qui gagnent un peu cette bataille. Ok, alors on va faire une petite parenthèse sur le sommeil. C'était pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ça revient. Mais ça je vois qu'il y a pas mal de questions. Je comprends, parce que moi aussi, vous voulez dormir. J'ai des cernes, des problèmes de sommeil avec ma fille qui a 8 ans, comme quoi, je suis désolée de vous le dire, ça peut... Elle n'avait jamais de problème jusque-là, tout d'un coup, à 8 ans, ça s'est déréglé. Donc ça arrive à tout le monde. Et on a une maman qui nous dit, ma fille de 3 ans fait beaucoup de cauchemars le soir. Est-ce que c'est normal? Oui. Il faut des cauchemars. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. Il faut se dire que tout est normal déjà, en commençant par le commencement, et que si on se sent trop débordé, il faut pas hésiter aussi à aller consulter et à voir une tierce personne. Il n'y a pas de honte, il n'y a aucun problème. Maintenant, les cauchemars qui arrivent en début, on va dire ça comme ça, en première partie. Est-ce que tu peux revenir là-dessus justement sur tu veux J'aimerais bien qu'on prenne juste normalement le sommeil normal d'un enfant, c'est-à-dire il se couche 8h30, 9h. Ça dépend de l'âge évidemment. Il y a la phase d'endormissement. Ensuite, 1h du matin, 3h du matin, et puis 3h, 6h. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu ce cheminement? Un enfant qui, par exemple, a des problèmes pour s'endormir. Ça peut correspondre à quelque chose? Oui, bien sûr, ça peut correspondre à beaucoup de choses, justement. Par exemple, il ne veut pas aller au lit, ou alors il va au lit, mais il a peur. Alors, il faut justement toujours se poser la question, est-ce que ça a un lien avec
ce qui va se passer le lendemain, donc par exemple l'école. Est-ce que ça a un lien avec le fait de quitter, entre guillemets, sa mère? Alors, petite astuce, parenthèse, moi j'aime bien faire ce qu'on appelle, en fait, moi j'appelle ça le temps calme. C'est-à-dire que en fait, on met l'enfant en condition déjà pour dormir. On peut le préparer, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend vraiment de son enfant et puis du temps qu'on passe avec lui à la maison. L'idée, c'est de se dire, voilà, avant de dormir, je vais lui apprendre en fait que ce moment peut être aussi un plaisir. Donc on peut faire ce que je t'avais dit la dernière fois, on peut faire des massages par exemple avec son enfant qui va l'apaiser. Alors, je sais que c'est vraiment dire on n'a pas le temps, enfin les papas aussi d'ailleurs. Puis d'ailleurs tiens, il y a d'autres papas qui le Exactement, qui tout le monde peut le faire, ouais, exactement. Donc avec une lumière un peu plus tamisée, on évite les lumières artificielles juste avant d'aller dormir, que ce soit les écrans, on se répète, les lumières vives, enfin voilà, les spots en pleine face de l'enfant, donc non. Donc ça peut être un massage par exemple, qui va détendre un peu l'enfant. Ça peut être aussi, on n'est pas forcé de faire un massage sur tout le corps, ça peut être que le visage qui va vraiment détendre l'enfant, sur, voilà, non mais ça peut être les mains, juste les pieds, enfin tu vois, dans le sens où ça peut être aussi un moment court, mais de détente et de relaxation qui est partagé entre le parent et l'enfant. Et donc on fait un petit rituel. Exactement. Donc après, ça peut être par exemple, on va lire 3 livres. Le mieux c'est de le lire dans le lit de l'enfant. Maintenant, ça peut être aussi, bon allez, le vrai plaisir, on va le lire dans le lit de papa et maman, et puis après on ira dans ton lit pour lire le dernier livre, parce que c'est bien aussi que l'enfant puisse avoir ce truc un peu graduel à chaque fois, qui va l'amener à aller vers son lit. Et puis quand tu vas lire une histoire, ça va aussi l'emmener vers de jolis rêves. Donc des pensées positives. Donc on évite de lui lire un truc horrible juste avant de dormir, genre un truc. Voilà, c'est ça, tu vois. Ça m'a même pas traversé l'esprit, tu vois. Non, mais il y a des histoires qui sont assez moches. Et voilà, hier, ma fille, par exemple, m'a pris les fables de La Fontaine. Et franchement, soyons honnêtes, elle me dit, je veux que tu me lises ça. Et en fait, au fur et à mesure où je le lisais, je transformais l'histoire parce que je me suis dit, donc lui, il se fait bouffer par l'agneau, il se fait bouffer par le renard, le loup, exact. Après, il y avait le roseau et le chêne, enfin tout était horrible et je me suis dit bon bah ce livre là ta fille elle se dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est pas du tout la même histoire que la dernière fois, mais donc voilà, en fait il faut aussi choisir les livres juste avant d'aller dormir, donc ça paraît bête mais quand même c'est vrai, exactement, ça évite les cauchemars. Donc alors si donc t'arrives à cet état, tout va bien, etc., puis il y a le fameux moment où tu te détaches et là tu dis ouais j'ai pas envie de dormir, bon qu'est-ce qu'on fait? Et t'appelles 40 fois, et j'ai envie de faire pipi, le pipi, le bisou, l'eau, le machin, le truc, on l'a tous celle-là évidemment, c'est tellement sympa. Il faut aussi tenir bon, il faut lui montrer en fait, il faut savoir ce qui est de l'ordre du caprice et ce qui est de l'ordre de la vraie angoisse. La vraie angoisse, on peut se dire, moi on reste jamais plus de 5 minutes dans la chambre, c'est vraiment pas bon, parce que alors là vraiment après ça devient genre 5, 10, 15, 20, 30 minutes, voilà, donc ça non, on évite, mais c'est de le rassurer en permanence. Donc on peut aussi rester derrière la porte et lui dire chut, je suis là, tu vois. Mais en fait, il faut éviter par exemple aussi ce contact visuel. Il faut pas le toucher. Il faut pas, parce qu'en fait, si ton enfant s'endort avec un contact tactile, bah en fait, s'il se réveille en pleine nuit, il va aussi avoir besoin de ce contact tactile. Si ton enfant s'endort en te regardant, et ben pendant la nuit, s'il se réveille, il va avoir besoin encore de te regarder. Et toi, à 4h du mat, moi j'ai une astuce. Le mieux, sinon, c'est de tu mets faire une photo. Tu fais un carton et tu fais une photo de toi. Et toi qui parles, tu t'enregistres ta voix. Tu t'enregistres, tout va bien, mon enfant. Voilà. Tout va Donc, bien. t'as compris, l'idée, c'est de se dire, j'ai pas envie qu'à 4h du mat, quand il m'appelle, je sois obligée d'être là, je sois obligée de lui parler, je sois obligée de lui tenir la main, de faire un massage, enfin voilà. Donc, de la même manière que quand on me dit, mon enfant s'endort sur son biberon, ouais, mais s'il se réveille, me demandez pas pourquoi il a besoin d'un biberon pour s'endormir. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si l'endormissement se passe bien, là c'est cool, vous commencez à regarder votre film et tout, puis au moment où vous mettez le pied dans le lit, tout d'un coup, il y a maman. Bon, alors, donc ça c'est sur les coups de minuit, 1h du matin. C'est sympa, c'est super sympa. Alors, ça peut être soit parce que l'enfant n'entend plus de bruit, et que donc il a été bercé par les bruits qui l'ont rassuré, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a plein de parents qui se disent chut, faut pas faire de bruit. Mais non, mais ça rassure aussi les enfants. Ça rassure, mais il y a un moment donné, il n'y en a plus, quoi. Voilà. Sauf inviter des jeunes de 20 ans pour faire une siesta chez vous, mais donc l'idée c'est de leur dire, de prévenir l'enfant et de lui dire, tu sais, à un moment, moi aussi j'irai dormir, ça m'arrive quand même d'aller dormir, et il faut pas que tu t'inquiètes parce que quoi qu'il en soit, je suis toujours présente, je suis toujours sur le qui-vive, et tu vois, quand tu m'appelles, je suis toujours là. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler parce que je veille quand même sur toi. Oui, mais bon, faut
faut quand même... C'est pas si simple, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous rassure, vraiment, parce que c'est vrai que c'est génial, les pédopsies, elles nous donnent des... Mais c'est quand même pas si simple. Mais, quand t'es à ce moment-là, t'as juste envie de la tuer. Bon, il faut quand même dire que notre pédopsie est enceinte quand même deuxième, voilà. Et il y a une petite fille aussi, donc elle est maman à côté de ça. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire oui, les spécialistes et tout, mais juste... oui, mais on vit tout ça. Voilà, on est d'accord. Et on n'est pas obligé de le vivre pour le ressentir non plus. Bien sûr. Donc c'est ça aussi ce qui est intéressant. C'est de se dire, on donne des conseils qui ne sont pas non plus paroles d'évangile, mais on a accumulé, on va dire, avec les expériences, les choses comme ça, quand même un petit peu plus de... C'est trop mignon. Il y a Marion qui nous dit on avait un rituel avec ma fille, elle me demandait maman où je vais cette nuit, et on choisissait une destination, la plage, Disneyland, la balade en forêt, Noël à Poudlard. C'est très sympa, ouais. C'est super. C'est une très bonne idée. Merci, c'est une très très bonne idée. Ouais. Moi je vais faire pareil le soir. Je suis dans un magasin de chaussures. Et je peux choisir. En fait, tu ne sais pas, mais c'est ce que tu fais déjà. Ah ouais. Ouais. Parce que quand tu vas pour dormir, tu es en train de réfléchir à pas mal de choses. Quand ton sommeil est réparateur, quand tu n'as pas de stress. Tiens, on pourrait faire aussi un truc sur le sommeil des parents une fois. Parce que j'ai pas mal d'astuces sur le sommeil pour que les parents aussi dorment bien sans stress. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, quand tu vas pour t'endormir, toi aussi, tu penses à plein de choses qui t'amènent à penser à d'autres choses, etc., etc. Et c'est pour ça que les livres pour enfants sont en fait ce même... Ouais, ça met l'imagination, ça permet exactement. Donc, en fait, le livre t'aide toi aussi à leur trouver une histoire, mais sinon, tu peux aussi la trouver dans ta tête et inventer le truc avec eux. Donc, effectivement, c'est d'ouvrir cet imaginaire et vers le positif et vers cet imaginaire qui va leur faire en fait un cheminement de pensée, donc ils vont s'endormir. Alors, dernière chose, donc, parce qu'on est parti un peu loin dans les contrées du sommeil, on a aussi, et on va finir là-dessus, sur les problèmes de confiance. Donc on a tous, nos enfants ont tous des problèmes de confiance et on est encore adultes. Mais aussi, est-ce que tu as des petits conseils, des petites astuces pour nous aider ? Alors, si... Paola cherche. non, c'est bon, t'inquiète, c'est du tac au tac. Si je te dis... ça va, débrouille-toi. Ouais, t'es gentil. Tu vas pas trop avoir confiance en toi. Non. En revanche, si je te dis, mais moi je crois un peu, tu te rappelles la dernière fois ce qu'on a fait avec Enfin, non, tu sais quoi ? Oui, mais c'est pas si bête ce que tu viens de dire parce que, en fait, avec l'âge, je me rends compte qu'en fait, moi je m'en fous complètement. Quoi. Je tente le truc, alors je vous le dis à tous, ce que tu disais, le regard des autres, mais rien à faire, quoi. On se prend la tête sur plein de choses, on fait pas tout bien, on n'est pas parfait. D'ailleurs, nos lives ils sont. Super simple, etc. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui nous apporte personnellement une satisfaction, une fierté. Et donc, si tu me dis, vas-y, je m'en fous, je vais le faire. Exactement. Sauf que les enfants, en fait, y a des caractères comme ça qui disent, je m'en fiche. Et puis d'autres qui vont se dire, non, j'ai un peu peur. Donc, j'avais peur quand j'étais petite. Voilà. Là, on change. Et donc, en fait... L'idée, peut-être que tu as rencontré un homme extraordinaire dans ta vie, voilà, et qui t'a donné confiance en toi. Sûr. Et en fait, c'est ça. Pour donner confiance aux enfants, c'est de leur dire, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver, tu te rappelles un petit peu de ce que la dernière fois, tu vas y arriver, je suis là. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est aie confiance en toi parce que moi, j'ai confiance en toi et tu peux y arriver. Donc, par exemple, quand votre enfant essaye de faire, j'en sais rien, de gravir une montagne, on n'est pas là en train de lui pousser les fesses pour qu'il gravisse sa montagne. On lui dit, vas-y, essaye. Quand tu me demanderas de l'aide, je serai là. Mais ne me demande pas tout de suite de l'aide. Essaye par toi-même d'abord. Vas-y, tu peux. Voilà. Et pareil, finalement, avec plein de choses, avec les cauchemars aussi, en disant oui, les cauchemars, tu peux en faire. Tu peux parce que regarde, maman en fait, papa en fait. Mais si ça arrive, je serai là pour t'aider. Exactement. Mais toujours en fait dédramatiser. Et alors, la petite astuce sur laquelle on peut finir aussi, c'est de dire à l'enfant, moi aussi j'ai vécu la même chose. Moi aussi j'ai eu peur d'aller à l'école. Moi aussi j'ai été timide pour parler devant tout le monde. Moi aussi j'ai eu peur quand je suis arrivée de temps en temps à des anniversaires. Moi aussi je me suis disputée avec des copains et des copines. Moi aussi j'ai eu du mal à me faire des copains et des copines. J'ai vécu la même chose. Et en fait, l'enfant va s'identifier et donc va dédramatiser le truc et se dire ok. Ouais, là, c'est ça. C'est pas de le laisser seul, pas de montrer trop aussi justement ses difficultés. Exactement. C'est réussir à lui donner les armes pour qu'il puisse s'épanouir pleinement. C'est pas simple et en fait c'est simple aussi. C'est-à-dire que c'est répéter, bachoter, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, c'est la fatigue qui souvent en fait met du stress et de l'énervement, pas seulement chez les enfants mais aussi chez les parents. Donc il faut vraiment prendre, c'est ça en fait, être parent, c'est prendre sur soi
et montrer l'exemplarité. Eh ouais, c'est sûr. On est ravis, il y a Charlène qui nous dit sont super vos lives, on est super contents. On en a fait plein, donc n'hésitez pas à les regarder, à les partager, à aimer la page 0+0, à télécharger l'application 0+0, je le rappelle, qui est gratuite et qui vous permet justement de poser plein de questions qu'on traite ensuite dans les lives. Dormir. Et de pouvoir dormir, et de pouvoir partager avec d'autres parents aussi, voilà, c'est ça. Parce que c'est important. Juste alors, demain, on se retrouve. On a un super sujet, alors qui est un peu tristoun, mais on garde quand même la banane et mais et après, on va finir sur une note hyper positive à la fin. Alors, c'est sûr, mais ça arrive, c'est aussi la vie, c'est comme ça. C'est aider notre enfant à traverser des événements difficiles, douloureux. Alors, on va pas énumérer, on vous laisse ça pour demain. Ce sera la surprise. Mais je pense qu'en fait, on va essayer de faire un truc un peu rigolo aussi demain. Pourquoi pas peut-être se déguiser. On va réfléchir. Et puis la deuxième partie du live, ça sera sur mon enfant a un don. Alors, il n'est pas magicien. C'est un peu mon incroyable talent, comme ça. Ouais, je trouve que c'est ça. Finalement, tous nos enfants ont des dons. Déjà, il faut se le dire. Mais il ne faut pas non plus tomber dans tout de suite, il est merveilleux, fabuleux, extraordinaire, hyper intelligent, etc. Surdoué. Parce que voilà, surdoué, je cherchais le mot. Ça peut aussi créer des problèmes, mais c'est là encore l'aider à s'épanouir. Exactement. Et puis à épanouir ces dons-là. Voilà. On vous remercie. Merci. Et c'est la journée des amis. Alors dites à vos amis que vous les aimez et à vos enfants aussi. Voilà. À bientôt. Au revoir.